s'appelle Timothée Mouton. Il fait bien de me rappeler qu'on a le tapis qui installe le débat. Alors, j'ai affaire donc ce matin à deux Lokossou. C'est coïncidence pour coïncidence. Hein. Je me surprends de savoir que tu as deux Lokossou sur ton plateau ce matin. Cyprien Lokossou de Lokossa. Pour aller mener. Voilà, ça c'est le petit slogan entre nous. Ça. Et puis il y a Sergino Lokosso. De Atiémé. Vous n'êtes pas de Lokossa. Je suis de Atiémé. D'Atiémé. C'est la même chose. Donc on voit Atiémé avant d'aller à Lokossa. Ah, forcément. Puis après on atterrit à Dogbo naturellement. Ah oui, naturellement. Le cercle Modokoufou est bien tracé. Le cercle de Modokoufou est bien tracé. Allez, mesdames, messieurs, voilà, nos confrères sont donc en plateau. On va parler donc de la liberté de la presse. Cyprien Lokossou, je commence avec vous. Les 3 mai, on en célèbre chaque année. Est-ce que vous pensez que le métier de journalisme demeure et reste un métier noble sans grand danger au XXIe siècle? Avant tout, je dis tout de suite que c'est un métier noble. Déjà par le fait, le pouvoir que le journaliste détient. On nous appelle quatrième pouvoir. Oui, quatrième pouvoir parce que, pour ce que je partageais il y a un instant, les cercles où tout le monde n'est pas autorisé, le journaliste est appelé à y être. Quand on refuse à monsieur tout le monde de venir quelque part, le journaliste, on peut lui dire, monsieur, vous pouvez y aller. Donc nous avons cette chance-là de nous retrouver des instances ou à des espaces où tout le monde n'est pas autorisé à y être. On a aussi la possibilité de dire ce que monsieur tout le monde ne peut pas dire, par nos canaux, la presse écrite, par la radio, également par les images. Donc c'est une force, c'est toute une noblesse quand on vous accorde ce droit-là. Je pense que là-dessus, seulement apprendre ces deux aspects, c'est un honneur, ça honore celui qui l'exerce. Et sur ce plan, il n'est pas exclu de savoir que le journaliste peut dire même des choses que tout le monde ne peut pas dire. Il peut être le porte-voix, sinon le porte-parole d'une communauté, des gens qui se sentent mal à l'aise dans leur peau, des gens qui ne se sentent pas bien. Le journaliste peut donner de la voix et s'adresser à des gens par les canaux que je viens de citer. Et en le faisant, il n'est pas n'importe qui, il n'est plus n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui est considéré. Il joue un rôle important dans la société. Important dans la société. Et là-dessus, il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc je trouve tout simplement que c'est un métier noble, c'est un métier qui a besoin de respect, c'est un métier qui se fait respecter également partout dans le monde. En tout cas, à côté de tout ce qu'on vit, on aura peut-être le temps de vérifier ces détails. Bien sûr qu'on va en parler. Sergino Lokossou, est-ce que comme Cyprien Lokossou, vous pensez que le métier de journaliste reste noble malgré l'environnement de plus en plus compliqué? Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Depuis que 5-7 matin à se déplace à Bonjour le Bénin, c'est ma première fois sur ce plateau. Bienvenue à la maison. Merci. Enfin, je voudrais, à l'entame de mes propos, faire mien ces vers de Taha Diaout, journaliste algérien, assassiné le 26 mai 1993, soit 23 jours après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui dit ceci, je cite, « Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Et si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. » Fin de citation. Permettez-moi d'emprunter ces paroles prémonitoires du défunt confrère algérien qui a conclu ainsi le dernier article qu'il a publié avant sa fin tragique. Et vous comprendrez pourquoi ces mots me viennent à l'esprit au moment où la communauté internationale fête la liberté internationale de la presse, la célébration de la liberté internationale de la presse, le Bénin aussi. Et toute proportion gardée, et avec le recul qu'il faut, tout le plateau reconnaîtra avec moi que la liberté de presse, il y a une certaine liberté de presse au Bénin, mais ça constitue un idéal pour notre démocratie, pour notre République. Aussi indispensable et vital que soit l'information dans la construction d'une nation forte et crédible, les acteurs de presse sont des vecteurs de changement du fait de l'incidence de leur métier sur l'opinion publique. Une information fiable et crédible dépend en grande partie de l'engagement, du professionnalisme et pourquoi pas de, on va dire comme ça, de savoir-faire des journalistes que nous sommes. C'est à nous, Alain Sochoumen, qu'incombe cette mission première, cette tâche de, on va dire comme ça, de poser les vrais problèmes et d'inciter en chaque citoyen la flamme d'une ambition patriotique et pourquoi pas de mettre dans les esprits les comportements qui induisent le développement à travers, s'il y a lieu, un changement de comportement. À ce titre-là, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère et frère, il faut l'avouer, les acteurs de médias ont besoin d'être reconnus et respectés. Okay.
dans la République, ils doivent jouir de leur autonomie et faire preuve de responsabilité aussi, c'est de ça qu'il s'agit, et exercer en toute probité leur art sans pour autant égratigner X ou Y. La liberté de presse ne doit pas être un instrument de diffamation, de chantage ou de désinformation dans le simple but de satisfaire les intérêts d'un quelconque politique du plus offrant. Il faut dire aujourd'hui que la presse béninoise, quoi qu'on dise, laisse une bien pire figure au sein de la population béninoise, et la RAC est interpellée à chaque fois, pas pour restreindre les libertés, mais pour assainir le secteur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même des choses qu'on peut reprocher à notre métier. C'est vrai que beaucoup de nos aînés disent que le journaliste est un prisonnier ambulant. Moi, je dis non, le journaliste n'est pas un prisonnier ambulant. Le journaliste est quand même a un rôle à jouer dans la société. Il a rappelé, c'est le porte-voix de toute une communauté. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de poser les vrais problèmes, de savoir que dans notre République, ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité, que ça soit on va y revenir certainement, au niveau des acteurs et également des médias aussi. Tout au long du débat. Vous avez évoqué la HAC, vous avez évoqué donc l'institution qui régule la presse au Bénin. Quel est son rôle en réalité? Amandine Aniabossou a tendu son micro à l'un des acteurs importants de cette institution, la mandature en cours d'ailleurs. On va l'écouter ensemble et puis on revient sur ce plateau. Tous les textes, depuis la Constitution jusqu'à toutes les lois qui régissent les médias, consacrent la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je crois que tout le monde, tous les médias jouissent de cette liberté. Mais il se fait que les textes que je viens d'évoquer ont également prévu un certain nombre de limites à cette liberté d'expression. On en a besoin pour le vivre ensemble dans la société. Donc la loi a édicté les points sur lesquels on doit pouvoir faire usage prudemment de la liberté de la presse. Il m'a semblé que les professionnels des médias ne font pas suffisamment attention à ces limites-là. Et c'est là où parfois, quand quelqu'un se met un peu en déphasage avec les textes, et que l'institution de régulation des médias, étant aussi régie par des textes, doit pouvoir les appliquer. Bon, il se fait qu'à des moments donnés, il y a quelques frictions, mais on finit toujours par s'entendre. La HAC est l'institution chargée par la Constitution de protéger la liberté d'expression et la liberté d'opinion dans notre pays. Voilà le rôle essentiel de la HAC en matière de liberté de presse. Mais il se fait par ailleurs que les mêmes textes confie à la HAC le droit de protéger le pluralisme médiatique, d'opinion et le reste, sous réserve de respecter les droits d'autrui. Chacun peut faire usage de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, et c'est à la HAC qu'il appartient de jouer ce rôle. Et jusqu'à présent, cette mandature veille à respecter scrupuleusement la liberté d'expression, mais à respecter aussi les autres limites prévues par les textes, à savoir, sinon les devoirs prévus par les textes, à savoir jouir de la liberté d'expression et pouvoir répondre en cas de dérapage. Là, j'avoue que sur ce point, jusqu'à présent, la HAC est restée, je dirais, un peu inflexible par rapport au fait de jouir de la liberté, mais de pouvoir en jouir de façon responsable. François Aoudo, secrétaire général de la HAC, je vous ai vu suivre avec attention ces propos, Cyprien Lokossou. Absolument, c'est vrai que à entendre M. Aoudo, qui a été d'abord un professionnel avant de se retrouver dans sa position, la règle, on la connaît presque, tous ceux qui viennent au métier. Il est vrai, on vous donne la chance, on vous donne la liberté de dire ce que vous voulez dire, mais tout n'est pas permis. On peut tout dire, mais tout n'est pas permis. Mais là-dessus, c'est là où il y a parfois beaucoup de subtilité. Quand vous estimez que c'est une vérité qu'on peut faire savoir, l'autorité peut dire non, vous n'en avez pas encore pleinement le droit, ou bien la façon dont vous l'avez dit, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le dire. C'est là où l'exercice est difficile. La loi, on peut la lire, on peut la comprendre de telle façon, mais dans l'application, soit celui qui est dans la posture de rendre l'information ou de vendre l'information, si je peux le dire aussi, comme ça, on n'a pas la même lecture toutes les fois.
on n'a pas la même lecture. Quand même, le code est là et qui peut rappeler les principes, qui peut rappeler la façon de faire. Et il n'est pas souvent aisé d'aller sur ce terrain et de pouvoir tirer son épingle du jeu toutes les fois. Est-ce que vous avez, dans ces conditions-là, Sergino Lokossou, l'impression que le journaliste se retrouve pris dans un étau carrément? Je ne dirais pas que le journaliste est pris dans un étau. Nous exerçons un métier assez difficile. Et Voltaire dira que c'est le métier le plus difficile du monde parce que nous écrivons l'histoire au quotidien. Et en le faisant, on peut faire des erreurs. C'est comme si vous prenez votre véhicule, un accident, on ne le souhaite pas. Peut survenir à tout moment. Et donc, je pense que les dérapages qu'il a notés, le secrétaire général de la Hague, M. Aoudo, ne devraient pas constituer le fondement même de notre métier. C'est vrai qu'on note des dérapages. Mais moi, je dis, pour cet acte constitué de rien que des professionnels, à partir du président jusqu'à ses démembrements, même les chargés de mission du président sont des professionnels des médias. Et donc je pense que... Et même ceux qu'on appelle aujourd'hui les directeurs des antennes... exactement, sont également des professionnels des médias. Je pense que c'est la première fois que nous avons quand même une acte constituée de rien que des professionnels. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même que la sanction ou les décisions de la HAC par rapport au dérapage ne concernent pas seulement certains médias. Il faut que la HAC soit juste dans tout ce qu'il fait. Parce que nous tous nous voyons, et on a nos lectures par rapport à certaines décisions de la HAC ou dans des situations données, sur des dossiers donnés. C'est vrai que nous... On attend la HAC, on ne la voit pas. Sur des situations données, sur des dérapages donnés, c'est vrai que nous, confrères, on a eu parfois trop de liberté par rapport au traitement, par rapport même au respect des règles éthiques et déontologiques de notre métier. Ça, il faut l'avouer. Ayons le courage de nous le dire. Et ça fait qu'aujourd'hui, la perception de la population par rapport à la presse a chuté. Ça, là, il faut le dire. Le secrétaire général de la HAC disait, oui, liberté, il faut savoir donc jouir de cette liberté, il faudra répondre également. Et vous estimez que dans cette posture, la HAC parfois semble faire du deux poids, deux mesures? Non, je ne dirais pas du deux poids, deux mesures, mais on a l'impression qu'il y a, pour le moment, sur des décisions, on a l'impression, on a envie de le dire, qu'on n'en est pas loin, qu'il y a une HAC des uns, des autres, etc. Mais je pense que ce sont des professionnels. Le président de la HAC, c'est plus de 20 ans dans la corporation. Il connaît quiconque les difficultés que vivent les journalistes, les difficultés que vivent les promoteurs de médias. Lui-même, il est promoteur, il a été promoteur, il a été même journaliste dans un organe de presse également. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a des dérapages. Mais il faut que la HAC, que la lorgnette de la HAC soit assez large sur tout le territoire national pour quand même essayer d'arrêter ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles du métier. Nous sommes des journalistes, nous sommes dans une corporation qui a ses règles et qui a quand même qu'il faut respecter. Et donc je pense qu'au-delà des règles, il y a des certitudes également professionnelles. Et quand vous faites preuve de vos certitudes professionnelles, quand vous respectez les lois qui encadrent votre métier, je pense qu'on ne peut pas vous arrêter. Et donc on va inviter les confrères, c'est vrai, liberté de la presse, il faut une liberté de la presse avec... liberté doit pouvoir rimer avec responsabilité. Exactement, avec responsabilité. Cyprien Lokossou, quand on ouvre un peu notre focale sur le monde entier, avec tout ce que vivent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de risques à exercer le métier qui est le nôtre? Oui, c'est clair. Il y a plus de risques aujourd'hui parce que quand on voit un peu... comment dirais-je, le paysage médiatique et politique, parce que n'oubliez pas que l'état de la presse dépend également de l'environnement politique, social, économique et tout le reste. Donc ça fait que le journaliste n'exerce pas hors ce système-là. Donc il est dans le système, il vit le système. Donc quand la situation politique n'est pas stable, ne vous attendez pas à ce que la presse également se porte très bien. Quand la situation économique du pays n'est pas stable, la presse également en souffre. La presse également vit cette même situation au plan national. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on n'entend pas le monde, les pays qui sont en guerre, les pays qui sont frappés par une crise économique de quelque nature, ça également a son effet dans l'exercice du métier de la presse. On a vu des organes de presse qui aujourd'hui sont fermés pour questions économiques.
je ne veux pas citer Voice of America, qui aujourd'hui ne peut pas continuer d'exercer parce que ces travailleurs sont à la maison, ou bien on sait la raison qu'on a évoquée, parlant de questions économiques. Donc ça fait partie des situations qui rendent difficile le métier sous certains cieux. En tout cas, pour ce que nous observons un peu partout dans le monde. Il y a des journalistes qui sont tués parce qu'on estime que ce qu'ils disent, ça dérange. Et donc, il y a des rédactions, on attaque ces rédactions-là et on les tue. Visiblement, comme ça, on les tue. Ça fait que le métier est difficile à exercer dans cette condition. Des gens qui avaient ou bien pouvaient bénéficier des subventions pour exercer le métier, l'accompagnement financier, on est obligé de leur dire, écoutez, on ne pourra plus vous en donner. Donc, ce qui fait que le métier doit fonctionner à partir de l'argent, à partir d'une question économique. Et là-dessus, ça fait que la presse est pratiquement sur le carreau ou sinon à plat. Mais Cyprien Lokossou, justement, dans cette veine, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le fonctionnement des entreprises de presse et en faire de véritables entreprises, carrément, enfin, trouver une autre nature à ces entreprises-là pour que le journalisme ne dépende pas que de mécènes ou de politiques? C'est là où il faut en venir, justement, M. Alain. C'est là où il faut en venir, parce qu'aujourd'hui, tel que c'est bâti, quand je me sens bien ou quand j'ai la possibilité de créer un média ou de créer une radio, en tout cas sortir un quotidien et tout le reste, je peux le faire de moi-même. Mais l'idéal, comme vous le disiez, c'est d'avoir de grandes entreprises de presse, de grands rassemblements où on dit, ça c'est un média complet. Quand on dit complet, à la fois on peut avoir le son, la radio, on peut avoir l'image, on peut avoir également la presse écrite. On peut avoir les médias sociaux. Les médias sociaux, il faut former de grands groupes. De grands groupes. Et qui fait que l'information, elle est mieux traitée, elle est bien traitée, elle est bien servie également. Mais quand on n'a pas ça, et qu'on peut évoluer comme de petits noyaux, j'ai la possibilité de créer, je crée, et parfois des promoteurs qui se déplacent avec la radio dans leur tête, ou la radio dans leur valise. Ou le journal dans leur sac. Dans leur sac. On va réaliser une petite maquette, on met la une, et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc le métier, c'est juste au niveau de l'apparence, et ça continue comme ça. Comme ça, je pense que ça tue le métier. Ça tue le métier du journalisme, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est bien de travailler à avoir de grands groupes de médias, de grands groupes de presse, et ça peut vraiment révolutionner la profession et donner, pourquoi pas, l'image qu'elle doit avoir partout dans le monde. Parlant d'image, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sergino Lokossou, la perception qu'ont aujourd'hui les populations du journaliste béninois. Parlons de nous. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'il faut corriger cette image qui fait que les gens se disent mais les journalistes au Bénin ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ils doivent dire, ils voient la réalité, puisque nous vivons avec la population. Comment est-ce qu'il faut réussir à l'aune de cette journée internationale de la presse, prendre des engagements à corriger une telle image? Je pense que ça va nécessiter un examen profond de conscience, sans nécessairement s'auto-flageller. La presse béninoise doit faire cet examen de conscience en se questionnant sur son mode de fonctionnement, sur son mode de traitement, sur le rôle qui est la sienne dans le développement de cette nation-là. Je pense que et si on en est arrivé là, il a rappelé, c'est à cause de notre acquaintance avec le politique où on sait qu'il faut quand même avoir des relations avec l'acteur politique ou des acteurs politiques, qu'ils soient... Le bon journaliste, c'est celui qui a eu un bon carnet d'adresse. Écoutez, je ne refuse pas, mais la presse, l'organe de presse est une entreprise et qui a besoin de faire des profits. Et donc, il faut créer l'organe de presse dans ce système-là, dans la veine de... On crée une entreprise, il y a une comptabilité et on respecte toutes les règles de création d'une entreprise. C'est pas comme il a rappelé, pas que le web média est sur son ordinateur dans le sac. Je pense que la RAC actuellement, la mandature en cours travaille. Oui, exactement. Mais les annonces où quand vous devez vous régulariser, c'est toute une équipe qu'il faut mettre en place. Exactement. Mais je dis, il faut le faire pour quand même que la RAC non seulement régule, mais soutient également les acteurs crédibles. Parce que les acteurs crédibles, c'est d'avoir un organe de presse, un siège
où la HAC peut aller visiter pour voir le nombre de personnel, pour voir est-ce que toutes les équipes qui doivent normalement fonctionner, faire un média, sont en place. Donc je pense que c'est important. Il faut cet examen profond de conscience au niveau des acteurs que nous sommes, des promoteurs. Et l'autre chose qu'il faut dire, et je dois le dire, la presse, ça fonctionne parce qu'il y a des acteurs. La presse ne peut pas fonctionner d'elle-même, il y a des acteurs. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces acteurs exercent leur métier? Est-ce qu'ils sont dans les conditions optimales pour pouvoir exercer le métier comme cela se doit? Quand tu es journaliste, quand tu n'es pas bien payé, c'est vite fait. Tu peux nouer des relations avec un acteur politique qui te dit tout et rien et tu mets ça sur la place publique. Et là, la HAC peut t'interpeller. Donc je pense qu'il faut quand même, je le dis, il faut reconnaître qu'il y a des acteurs politiques quand même qui excellent dans la matière. Oui, ils disent tout et n'importe quoi parfois. Oui, terre à terre, ce qu'il faut faire, respecter les règles, mais il faut quand même que l'acteur des médias ait quand même un minimum de quoi se nourrir. Je l'ai dit, on avait fait le débat, enfin en coulisses, j'ai dit qu'un estomac bien rempli peut produire des émerveilles. Ne demandez pas aux journalistes de faire son métier comme cela se doit. S'il a faim, s'il n'a pas déployé de l'argent à sa femme ni à ses enfants à la maison, si ses enfants sont en train d'être renvoyés à l'école, encore que l'école n'est pas aussi ce qu'elle était avant, ça coûte cher. Une éducation de qualité, ça coûte cher. Donc je pense que s'il y a tout ça dans la balance, ça sera compliqué pour le professionnel des médias de faire son métier comme cela se doit. Mais les populations ne veulent pas savoir que vous allez sur le même marché que les journalistes vont sur le même marché que les journalistes vont également dans les mêmes supermarchés qu'ils fréquentent un peu partout. Mais le journaliste a besoin de l'argent aussi. Et parfois, et quand vous n'avez pas ce qu'il faut, ne me demandez pas de faire de la magie. Il n'y a pas d'arbre qui produit des billets de banque. Et donc, tu es obligé de t'associer avec des acteurs politiques, avec des personnes. Et parfois, en violation des règles éthiques. Et je l'ai dit, quand vous m'aviez fait ma deuxième question, que parfois, il y a des confrères qui ont pris des libertés par rapport au respect des règles éthiques et déontologiques. Donc, je pense que la HAC a du pain autour de la planche. Également, les promoteurs des médias, également, parce que le promoteur ne peut pas faire de la magie. S'il ne gagne pas de l'argent, il ne peut pas payer le salaire. Et donc, c'est un tout en même. Et je pense que les populations doivent comprendre. Eux autres voient seulement le rendu final, ce que nous leur présentons. Mais derrière tout ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Après, Cyprien Lokossou, est-ce véritablement la faute des consommateurs des produits de presse, de la population, si les journalistes eux-mêmes ne parlent pas de leur réalité? Souvent, ils parlent des autres, mais ils font les autres. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, de leurs propres problèmes. On s'oublie pour eux, en Exactement, clair. c'est bien ça. On s'oublie, nous, journalistes, on s'oublie pour la population, ou même parfois les difficultés que nous vivons de façon personnelle ou au sein de nos organes, au sein de nos médias. On fait fi de ça, tout au moins pour rapporter, sinon relayer les difficultés des populations. Est-ce que, je ne vous interromps pas, Cyprien Lokossou, est-ce que ce n'est pas la peur de dégrader notre image ou bien votre image, vous en tant que journaliste, auprès de la population qui fait que vous ne parlez pas de vos réalités? Non, quelque peu, il n'y a même pas de peur à avoir parce que nous vivons au sein de la masse et la population voit. Elle voit véritablement ce qui se passe quand on prend le profil, quand on prend le journaliste lui-même. Il est vrai que cette question, au cours de cette mandature à l'Assemblée nationale, est revenue, où les députés ont dit quelle est la situation des journalistes au Bénin. Et ça fait l'objet de débats où les uns les autres sont intervenus et ont dit leur regard par rapport à ça. Ce n'est pas joli. Ça s'arrête là? Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'il faut prendre des tests pour améliorer les conditions de vie des citoyens, des journalistes, pardon. Il faut travailler à avoir des tests qui les protègent, notamment sur la façon de travailler, les conditions de travail et également le retour qu'ils doivent avoir, parce que quand on travaille, il faut avoir de l'argent. Mais quand vous travaillez et que vous n'avez pas l'argent, je ne pense pas qu'il peut bien se sentir dans cette condition. Donc, le métier n'est pas seulement en matière de... On le dit, mais celui qui le dit, il doit avoir des tests qui l'encadrent. La HAC doit travailler à ça. Je sais que dernièrement, le président de la HAC a rappelé les financements au niveau des médias. Et il a dit plusieurs fois, depuis sa prise de fonction, l'actuel président de la HAC, M. Édouard Loko, l'a rappelé et l'a promis également. Pour le 3 mai, à cette occasion, il a encore dit dernièrement. Et donc, ça veut dire que c'est important. Il faut le dire, il faut accompagner les médias, mais quand vous ne les accompagnez pas, ils deviennent, excusez-moi le mot, ils deviennent quelque peu ce qu'ils ne doivent pas être au sein de la masse. C'est le journaliste qui commande, c'est le journaliste qui demande, donne-moi 10 000, donne-moi 5 000. Ce n'est pas joli, ce n'est pas de belles images. C'est le journaliste qui se retrouve à se battre sur le terrain pour des perdièmes. Justement. Donc, ce n'est pas une belle image de la corporation, mais qu'est-ce qu'on met en place
pour protéger, pour éviter ces images-là. Ça fait partie des questions importantes pour la République. Est-ce que quelque part, je reste avec vous, Cyprien Lekossou, la correction de l'image ne vient pas aussi des institutions? Est-ce que les institutions n'ont pas un rôle à jouer? Quand on parle pour la presse, de l'aide de l'État à la presse, et que pour les partis politiques, on parle de financement public aux partis politiques. Pourquoi est-ce qu'on devrait aider, entre griffes, la presse et financer les partis politiques? Pourquoi ne pas financer toutes les structures? Le mot peut déranger. Aide. On aide quelqu'un qui n'est pas... C'est comme si une faveur. C'est comme une faveur, on lui accorde. Ça ne doit pas peut-être être une aide. Mais tout au moins, financement ou aide, pour parler plus vulgaire, pourvu que l'argent rentre et que l'argent permette aux gens, sinon à ces acteurs, de faire véritablement leur travail. Parce que quand il n'y a pas de moyens, le mec, il est prêt à accepter tout ce qui vient de l'extérieur et il écrit du n'importe quoi. Il écrit vraiment du n'importe quoi. Il relaie n'importe quoi également. Et ça, il tombe dans les travaux, il tombe dans les fautes qu'il ne doit pas en question véritablement poser. Donc ça fait que l'un dans l'autre, je pense qu'il y a matière à réorganiser le système, à donner une belle image à partir des tests. Et là, moi, je me dis, sous l'actuel régime, on a plus de chances autour du président de la République, qui sont des acteurs des médias. Exactement. Le porte-parole du gouvernement a exercé ce métier-là. On peut dire que dans le secteur des médias, il y a quand même de grosses voitures de la presse. Le président de la République sont chargés de mission. Voilà, et qui connaissent bien le métier, qui savent bien ce que ces acteurs-là traversent. Il y a plein de noms, on ne va pas les citer. Il y en a qui sont vraiment autour de lui. Et qui sont de ce métier-là, en tout cas qui ont exercé le métier de façon plus pointue. Je ne sais pas s'il faut dire plus pointue. En tout cas, ils ont... C'est une longue période. Ce sont des praticiens. Ce sont des praticiens, des sachants. Et donc, je pense que c'est autour un certain nombre de personnes qui peuvent quand même apporter leur point de vue et dire, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer quelque peu le blason de ce secteur-là. Parlant de blason, le temps commence par nous tacler. On va parler déjà du classement RSF 2025. Le Bénin, quelle est sa place, Sergino Lekossou? Je pense que le Bénin, elle est 89e place. Et 92, non, 92e en 2025, alors que l'année 2024, c'était 89e place. 89e, oui, c'est bien ça. Donc 3 rangs de décalage. Je pense que c'est un coffret. Et ce classement, ça rend compte effectivement des réalités de la presse chez nous, des difficultés et également on va dire ça comme ça, des avantages ici. Hein. Mais je pense que ce classement doit nous questionner, doit nous pousser à nous remettre en cause, nous acteurs des médias et également les pouvoirs publics, parce que vous avez parlé de la perception. La perception que les gens ont de nous dépend également des politiques, des gouvernants en place. Et moi, nous serons tous unanimes. Sur les terrains de reportage, parfois, il y a un mépris contre le journaliste. Vous finissez votre reportage qui dure pratiquement 30 minutes. Vous êtes là à attendre 1 heure, 2 heures le PDM. Et parfois, c'est comme si vous ne méritez pas ça, on vous donne ça. C'est comme de l'aumône, alors que ça ne devrait pas être ça. Et donc, je dis... Je ne vous arrête pas, mais il faut préciser aussi qu'il y a des journalistes qui s'en vont. Oui, exactement. Oui. Il faut repartir à la base. Ce que je dis, c'est institué. Ce n'est pas un don. Non, oui, justement, ce n'est pas un don pour le journaliste. Et je pense que sur des activités, il y a quand même ces personnes-là et qui, parfois, vous traitent comme si vous êtes des diminués de la société, comme si vous avez échoué dans le coton et vous êtes venu dans le journalisme, vous avez échoué à l'université, vous êtes venu dans le journalisme. Non, il y a un an qui n'ont pas échoué dans le coton, ils sont venus dans le journalisme. Il y a des gens qui ont été formés pour ça et qui ont des diplômes pour ça. Et donc, je pense qu'il y a des acteurs crédibles dans cette corporation-là. Et je l'ai dit, il faut que la HAC puisse soutenir ces acteurs crédibles-là. Et au niveau des PEDIEM, moi, je suis pour... Moi, je suis pour ça pourrait agir sur le prochain classement RSF. Non, moi, je suis pour la suppression. S'il y a lieu de supprimer, il faut supprimer. Oui, il faut supprimer pour que les gens puissent avoir un autre regard sur nous. Parce que je le dis, je suis journaliste, je ne fais pas autre chose. Je ne vends pas de l'essence au bord de la voie. C'est mon métier, c'est ma carte de presse. Et donc, si on ne peut pas augmenter, si on ne peut pas donner ça comme si le journaliste, c'est un mérite pour le journaliste, si on doit donner ça parce que c'est une aide, non, le PEDIEM, non, il faut supprimer. Je suis pour la suppression. Et ceci dit, je suis également pour le fait qu'il faut sensibiliser les confrères par rapport au respect des règles éthiques et déontologiques. Les règles existent
Ils sont combien à connaître les tests existent, ils sont combien à connaître les tests? Parfois, on met de côté les tests parce qu'on a des acquaintances, on est amis, le patron est ami avec le président de la RAC, le patron est ami avec le chef de l'État, le patron est ami avec tel ministre, et puis bon, on fonctionne comme ça. Il faut quand même qu'on puisse redorer le blason de la presse et que ça soit institué comme un métier, comme d'autres métiers, par exemple le médecin, l'avocat, et un peu comme les autres métiers également. Et donc je pense qu'il faut changer la perception. Il faut également essayer de faciliter les conditions d'exercice du métier, que quand vous appelez pour avoir des informations, que vous ne soyez pas forcément des journaux qui sont en partenariat avec le gouvernement pour avoir ces informations. Tant que vous êtes déjà journaliste, vous êtes détenteur de votre carte de presse, vous devez avoir l'information. Donc, c'est pourquoi je dis, le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin révélé, doit travailler à une véritable accès au métier et accès à l'information, à la source d'information. Parce que quand vous suivez un peu le classement, il y a de ces choses-là qui sont incriminées. Est-ce que le journaliste exerce bien son métier? Est-ce que parfois il n'y a pas restriction de liberté? C'est pourquoi il est dit, il faut que la HAC puisse faire ce jeu de balance-là entre restriction de liberté et assainissement de la corporation. Et donc, c'est très important en assainissant la corporation, qu'il n'y ait pas restriction de liberté. Et ça sera compliqué. Quand je dis ça sera compliqué parce que dès qu'un média est fermé, est suspendu, on crie, on restreint des libertés. Dans une démocratie, ce n'est pas la fermeture des médias. Exactement, mais il faut quand même que les médias aussi respectent les règles déontologiques, les règles éthiques. Et quand vous voulez parler du président de la République, par exemple, c'est un exemple que je donne, qui est une institution, il faut savoir utiliser les mots qu'il faut. Quand il s'agit de critiquer le président de la République, qui est une institution, il faut savoir utiliser les thèmes qu'il faut pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir lui montrer que tel acte qu'il a posé ou telle réforme, il y a quand même des failles dans cette réforme-là. Pas insulter, pas faire truc-là. Moi, je pense qu'il nous revient, acteurs des médias, d'être conscients du rôle que nous jouons et de mériter ce titre, il a rappelé tout à l'heure, de 4e pouvoir. Il faut que nous méritons ça et c'est très important à mon avis. Cyprien Lokosso, de 89e, nous nous retrouvons à la place 92. Qu'est-ce qui fait que le Bénin, la presse au Bénin ne remonte pas la pente au niveau de RSF? L'étude a ciblé, a donné quand même des indices où on a interrogé combien de journalistes sont tués, 0. Combien de journalistes sont emprisonnés, combien de journalistes sont... en fait, les indices sont plus élevés. Combien d'organes ont été fermés? Ont été fermés également. Mais l'un dans l'autre, je me dis, quelque peu, il y a des constats. Il y a un constat sur le terrain. Même quand on va au-delà des résultats que RSF nous propose, il est vrai qu'on n'a pas directement tué des journalistes, on n'a pas directement assassiné des journalistes, mais les journalistes meurent au Bénin. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Des journalistes meurent pour conditions de travail, des journalistes meurent. Et tout ça, RSF ne peut pas nous le dire de façon directe. Quand on ferme ou bien quand un média ne fonctionne plus et que le personnel se retrouve à la maison chez lui et qu'il n'a plus d'autres moyens, qu'il n'a plus d'autres possibilités de répondre à ses exigences familiales et autres, le journaliste meurt dans ce cas. RSF ne pourra pas nous le dire de cette façon. Et donc, moi, je ne vois pas la chose en termes de combien on a tué, combien on a fermé. Non, allons au-delà et faisons notre propre examen à l'interne. On a des structures, on a des fêtières qui peuvent, en tout cas, travailler à améliorer les conditions. Et c'est sur ces questions-là plutôt que moi, je souhaiterais que nous-mêmes, nous fassions notre propre classement. Et quand on fait cet exercice, on finit par savoir qu'il y a un malaise à l'intérieur. Et c'est sur ça qu'il faut agir, en complicité avec les pouvoirs publics, en complicité avec les pouvoirs là qui sont sur place, qui peuvent aider, qu'on puisse corriger quelque peu les choses. Sinon, de 89e à 92e, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné au plan, peut-être ce qu'on voit de façon plus visible. Mais moi, je parle sous les coulisses, ce que tout le monde ne voit pas. Donc pour moi, ce classement... Ouais, non, pas vraiment. Mais ce classement, pour moi, ce n'est pas encore le reflet de ce que nous sommes. C'est plus ou moins, pour ma part, c'est plus ou moins, mais je pense qu'il y a plus fort que ça, il y a plus lourd que ça, sur lesquels il faut travailler. Parce que nombre de ceux qu'on côtoie et qui se portent bien ou qui sont habillés en costume, attendez, à l'intérieur, peut-être que ça chauffe, mais c'est l'apparence que nous vendons parfois. Comme le dirait quelqu'un, il fait chaud dans le frigo. C'est ça, oui. Cyprien Lokosso, parlons de l'environnement du journaliste béninois. Il y a le code de déontologie et de l'éthique dans les médias, il y a le code du numérique, il y a le code de la communication. Le journaliste se retrouve entre 3 piliers. Est-ce que cela ne restreint pas ses mouvements professionnels?
Dans le rapport des RSF dont nous parlons ce matin, je pense que quelque part j'ai lu que le code même s'il ne va pas jusqu'à même s'il facilite du moins la dépénalisation, pour autant il ne sais pas, je paie. Ne balise pas le terrain pour le journaliste. Donc on a en fait ces instruments qui contrôlent et qui ne nous permettent pas trop de mouvoir. Au point, il y a l'information quand vous la donnez, estimant que oui, je porte l'information, mais il y a le code du numérique qui vient et qui s'impose et qui dit non, de la façon dont vous l'avez dit, vous ne devez pas le dire de cette façon-là. Et donc, ça devient une faute et vous devez en répondre. Et ça fait que c'est l'épée de Damoclès qui plane à la fois sur la tête et des professionnels des médias, et même de ceux qui ne sont pas des médias, en tout cas du citoyen lambda, tous ceux qui sont usagers des médias sociaux ou bien des réseaux sociaux, c'est la même sanction pour tout le monde. Donc, quelque peu, on a assez de tests, mais pour moi, ce n'est pas si relax pour nous permettre de faire véritablement le métier. Au point que, sur cet exercice de prudence, à être trop prudent, on a un peu de réserve. On va même jusqu'à l'autocensure. Oui, pratiquement. Assez prononcée. Ça c'est pas bon de le dire. Ça, non, il faut l'éviter. Donc, dans ça, on a du mal à porter l'information d'une certaine façon. Et donc, ça fait que le journaliste n'est pas pour autant trop libre. Le journaliste au Bénin, difficile d'exercer son métier. Est-ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, les députés voudraient bien se pencher sur la révision du code du numérique? Est-ce que cela pourrait aboutir et aider le journaliste à mieux se déployer dans l'exercice de sa fonction? C'est ce qu'on va souhaiter, que ça puisse aboutir pour aider le journaliste à faire son métier comme cela se doit, à jouer le rôle qui est le sien dans le développement de la nation, dans notre démocratie. C'est très important de revoir ce test-là pour permettre aux journalistes de porter l'information. Parfois, on veut respecter les tests jusqu'à... on arrive à dénaturer l'information, on ne porte plus l'information comme ça. Parce qu'on se dit, mais si ça va sur les réseaux sociaux maintenant, ça aura quelques connotations. Est-ce que il y a trop de questions qu'on se pose dans le traitement même et la livraison de l'information. Je pense que ce que nous allons souhaiter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests de loi pour organiser un certain nombre de secteurs. Je pense que c'est également possible d'organiser notre secteur parce que nous jouons un rôle important. Nous sommes des piliers du changement parce que, quelles que soient les réformes, il faut passer par les acteurs des médias pour faire connaître ça aux citoyens. Et donc, je pense que c'est important que les députés puissent voter cette loi-là pour permettre aux professionnels de faire leur travail comme cela se doit et pour également aider le professionnel à avoir accès à l'information et également exercer dans son métier dans de bonnes conditions de vie et de travail. C'est très important. Il faut que le journaliste arrive à s'épanouir dans son travail. Exactement, comme les autres corps de métier, comme les avocats, comme les médecins et un peu les autres corps de métier. Que le journal ne soit pas le diminué de la société où tout le monde jette sur lui les tas d'ordures. Quand ça ne va pas, on dit mais c'est vous qui écrivez ça, c'est vous qui nous dites. C'est vous qui dites que tout va bien dans le pays. Alors que ça ne va pas bien, alors que nous allons dans le même marché que cela. Et je pense que il faut vraiment réformer cette corporation, soutenir les acteurs crédibles et que nous-mêmes nous puissions jouer notre rôle comme cela se doit et mériter ce titre de 4e pouvoir. C'est important. Chers invités, chers confrères et collègues, nous allons donc faire un pas pour aller à l'international. L'international va nous amener juste à côté à Lomé, au Togo, où des réformes politiques ont été menées dans ce pays et M. Faure Gnassingbé n'est plus le président de la République, mais il est désormais le président du Conseil des ministres. Cyprien Lekossou, je vous vois sourire. Oui, je me dis qu'est-ce qui... c'est sans surprise en fait. C'est sans surprise depuis que la Constitution a pris une nouvelle allure, depuis que ce changement a commencé par se faire remarquer au Togo, tout près. C'est sans cette surprise. Donc tout passe comme ça doit se passer. Moi, je me dis, la finalité, c'est tout au moins que le Togolais, le citoyen togolais se sente bien dans sa peau. Quelle politique veut changer désormais? Qu'est-ce qu'il veut changer au Togo désormais? C'est là la principale question. Faure au pouvoir depuis 2005, pratiquement 20 ans. Encore avec sa nouvelle posture, il se retrouve à avoir encore 6 ans
de pouvoir, en plus, ça fait 26 ans. Qu'est-ce qui veut changer Et véritablement? cette fois-ci, il faut préciser que la réforme est conçue de telle manière que le président, l'actuel président de la République, n'a plus tellement de pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est que le président du Conseil des ministres, donc Fogna Singbe, qui a toujours tous les pouvoirs. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a plus de limite de mandat à ce niveau, par exemple. Absolument. Parce que la voie qui s'ouvre devant les Togolais, c'est vraiment une bonne voie. non, c'est un système politique qu'on choisit. Donc l'État peut choisir. C'est comme en Italie, c'est comme en Allemagne. En Allemagne, tout ça. C'est un système politique qu'on peut adopter et ça marche comme ça peut ne pas marcher. Et ça marche avec ses problèmes, ça ne marche pas avec ses avantages également. Donc c'est un choix politique et le Togo a choisi depuis ces dernières heures, sinon depuis ces derniers mois, le Togo a choisi. Donc le Togo va faire l'expérience. Peut-être que si c'est bon, le Bénin va l'adopter. Peut-être si c'est bon, le Mali ou d'autres pays peuvent l'adopter. Donc on essaie de voir jusqu'où ça va conduire. Mais pour moi, ce qui personnellement peut me retenir, c'est de tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va changer véritablement dans la manière de gouverner et surtout dans les conditions de vie des citoyens togolais. Citoyens togolais, justement, on en parle. Désormais, c'est les députés et les sénateurs qui jouent les grands rôles, qui désignent le président du Conseil des ministres. Le premier, d'ailleurs, c'est Fogna Singbe. Après 20 ans comme président de la République, il atterrit dans un autre fauteuil. Est-ce que Sergino Lokosso, la population togolaise, pourra toujours aller aux élections et élire ses responsables comme cela se doit, avec cette nouvelle forme de gouvernance? C'est inédit quand même sur le continent, sur cette partie ouest africaine du continent. Le Togo a fait... Disons sur tout le continent. Sur tout le continent, sur tout le continent. Oui. Sur tout le continent, c'est inédit. Je pense que si on est venu à cette extrémité, c'est que le peuple togolais aussi a voulu. L'a voulu. Comment ça? L'a voulu parce que les députés qui sont là, c'est des personnes qui les ont choisis. Ils sont l'émanation du peuple, on va dire ça comme ça. Et donc je pense que l'homme, comme le pays, la nation, est guidé par le changement. Et nul ne peut empêcher le changement, les déformations, les reformations, les formations, même les transformations qu'induisent le changement dans une nation. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir au système togolais. C'est un système qui a été mis en place. Nous sommes là pour faire le commentaire, pour voir ce que ça va donner. Peut-être il a rappelé, si c'est bon, pourquoi pas. D'autres pays du continent peuvent également s'inspirer du modèle togolais. Oui, mais quand je le dis, oui. Le modèle que nous utilisons chez nous, démocratique, ça ne vient pas de nous. Ça vient du colonisateur. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si à un moment donné, un peuple estime qu'il peut changer ce modèle-là pour amorcer le développement comme cela se doit, on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, comme il a dit, qu'est-ce qui va changer véritablement avec cette réforme-là? Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de dire, bon, comme vous voulez une alternance, comme c'est ma famille seule qui reste au pouvoir et vous le dites, je m'éclipse, c'est un autre qui devient président, mais moi je suis derrière, j'ai toute la force, je suis président par procuration peut-être, et puis j'exerce le pouvoir. C'est une façon de dire à l'opinion internationale que oui, il y a alternance au Togo. Quelle est finalement la portée de la voix du citoyen togolais à travers les urnes? Ça sera compliqué de le dire, mais ce que je sais, c'est que le Togolais aura son mot à dire. Si le régime, il a dit, si ça ne marche pas, ce régime-là, si ce système-là ne marche pas, ils vont constater les failles. C'est comme chez nous, au pays, la réforme du système partisan, c'est vrai, c'est bon, ça réduit les partis politiques, mais il y a des failles qu'on constate depuis que la réforme a été mise en place. C'est pareil. Et je pense que c'est une marche. Et quand on fait cette marche-là, c'est au bout du chemin, du parcours, qu'on constate les failles, les insuffisances et qu'on corrige pour véritablement permettre au peuple de se sentir dans ce qui se fait. Et je pense que le peuple togolais, comme vous l'avez dit, le citoyen togolais, à la longue, verra si ce système l'arrange. Puisque je l'ai dit, les députés sont l'émanation du peuple. Si à un moment donné, si le citoyen togolais, le peuple togolais estime que ce système ne m'arrange pas, ce système, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé au Gabon où on a fait plusieurs décennies au pouvoir. C'est une façon de dire, bon, comme vous voulez que je quitte, comme c'est ma famille seule qui est au pouvoir,
j'amène ce système-là et je continue. Donc je pense que ça revient au peuple togolais, ça ne revient pas à nous, au peuple togolais. Nous sommes là pour constater avec eux, pour suivre un peu comment ça va marcher, pour voir si c'est véritablement rentable pour le peuple. Est-ce qu'avec ça, le peuple togolais puisse manger à sa faim et boire à sa soif? J'avais envie de vous poser cette question. Moi, je ne vois pas directement la voix du peuple togolais. Je ne la vois pas tout de suite parce que quand on est dans un régime parlementaire, ce sont la seule chose, c'est-à-dire en fait leur position, sinon leurs droits, ils les exercent pratiquement au début du processus. Vous élisez, vous votez pour les députés, et dès qu'ils franchissent cette étape-là, c'est fini. Même quand vous créez à la fraude, même quand vous créez... C'est fini. Et dès qu'ils ont la majorité au pouvoir, dès qu'ils ont la majorité à l'Assemblée, c'est fini. Parce que c'est en leur sein, ce sont eux qui désignent. Et suivant ces tests-là, c'est le chef du parti, le président du parti, qui prend cette position de chef président du Conseil des ministres. Et là-dessus, qu'est-ce que le peuple a dit dans ce cas? C'est plutôt les représentants du peuple. Mais qui sont-ils? Parfois, comment sont-ils élus? Comment sont-ils élus? Donc, quand vous voyez un peu le système, connaissant un peu comment ça fonctionne sous nos cieux, et quand on est majoritaire, on occupe véritablement le terrain. Et en occupant le terrain, c'est que vous damez le pion sur tout ce qui est opposition. Et l'opposition n'a plus vraiment sa voix. Et justement, quand vous voyez tel que c'est monté aujourd'hui, le président Faure, en tant que président du Conseil des ministres, et celui qui vient, c'est un opposant, mais il n'a qu'une posture honorifique. C'est lui qui est là juste pour des décorations, ce n'est pas signifiant, ce n'est pas... Est-ce que cette forme pas le déclic, en fait. Est-ce que Cyprien Lokossou, cette forme de démocratie que le Togo, dans laquelle le Togo s'est engagé depuis samedi dernier, est-ce que cela pourrait ouvrir la voie à l'expression populaire? L'expression populaire, je ne saurais le dire de façon directement. Il est vrai que le peuple ne pourra exercer ce pouvoir-là que dès qu'elle élit les députés qui, à leur tour, ont la charge, sinon le droit, d'élire ou bien de désigner le président du Conseil des ministres. Je ne vois pas trop tout de suite la voix du peuple et l'intervention du peuple. Par contre, à un moment donné, on prend conscience. Quand ça ne va pas, on prend conscience. On a vu des populations qui en avaient marre et qui ont dit « trop, c'est trop ». Oui. Et donc, la censure peut se faire dans les urnes, déjà au niveau des élections législatives. Si ce n'est pas le cas, il y a possibilité de renverser le pouvoir, de remplacer le président quand ça ne marche pas. Si réellement les députés, le camp de l'opposition réussit à avoir la majorité ou bien a quand même une voix plus audible, généralement, c'est ce qui se fait. On a connu la situation en Allemagne où on peut renverser le chef de l'État, le président du Conseil des ministres, et on passe à une autre... Mais là, c'est dans un environnement où les élections sont transparentes, libres, inclusives et tout ce qui va avec. Elles sont aussi, sous les tropiques. Ce que les organisations internationales nous disent, en tout cas pour les rapports qu'on voit chaque fois, les élections sont crédibles, elles sont justes, elles sont... Justement, et donc même quand il y a des heures. En tout cas, on dit que c'est minime. Désormais, donc, président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé concentre davantage de pouvoir entre ses mains. Le président de la République reste honorifique. On espère que nos frères, le peuple togolais, va pouvoir expérimenter cette nouvelle forme de gouvernance et on va constater avec eux les résultats. On espère simplement, on prie pour que la démocratie continue d'être et que le peuple se retrouve dans cette forme de gouvernance. Ils peuvent inspirer des modèles en Afrique désormais. Oui, D'accord, j'espère ne pas suivre vos regards. Allez, chers amis, le temps commence donc par nous tacler véritablement. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Merci d'avoir été là, Cyprien Lokossou. Merci, Sergino Lokossou. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que pour dire que nous ne sommes pas ici pour accuser les chiens de rage et accuser les chiens de rage, mais nous sommes ici, on crie à l'appel au vaccin en ce qui concerne la presse béninoise. Très important. Votre mot de fin, Cyprien Lokossou? Mon mot de fin, c'est juste espérer encore pour le milieu média, pour la presse béninoise,
pourquoi pas, les meilleures conditions de travail pour les confrères les uns et les autres, pour que le métier puisse avoir cette facilité d'aller à la source de l'information. Peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup dit, les sources d'information sont verrouillées aussi, ça il faut le dire, parce qu'on est dans un environnement où en tant que journaliste, quand vous invitez quelqu'un ou vous posez une question, on se dit non, moi je ne veux plus parler dans ce pays. Même quand le sujet n'est pas politiquement dérangeant, même si c'est juste à titre informatif, vous avez des gens qui ne sont pas en mesure de vous donner l'information. Et ça complique le travail à notre niveau parce qu'on a envie de recueillir, traiter, croiser et d'informer. Mais dès que vous tapez à la porte de quelqu'un pour dire informez-nous, on ne veut pas vous donner. Il est vrai qu'on fait avec dans notre environnement et que désormais, je souhaite vraiment que les gens soient favorables à nous accepter, qu'ils nous répondent pour que nous puissions faire le travail comme cela se doit. Respecter la déontologie, c'est vrai, même quand quelqu'un dit qu'il faut plus, que ça ne suffit plus de respecter la déontologie à papa, pour ne pas citer Édouard Locaux. On espère simplement que la presse béninoise a de bons jours devant elle et que les professionnels que nous sommes, nous allons réussir en fait à nous épanouir professionnellement, socialement, familialement et tout ce que vous voulez. Mesdames, Messieurs, ce que nous, on vous souhaite, c'est de prendre du plaisir à suivre les programmes de Bénin TV. Le meilleur reste à venir. Nous, on va prendre congé de vous. Ainsi s'arrête ce numéro de l'émission Bonjour le Bénin, bonjour chez vous et à demain.